Et nous arrivons donc dans la troisième et dernière partie de ce cours, et les choses vont continuer à se complexifier un petit peu, puisque nous allons voir dans cette partie les fonctionnalités avancées des langages HTML et CSS. Mais encore une fois, je vous rassure, ne vous inquiétez pas, rien de bien méchant. Alors nous allons voir entre autres les propriétés qui vont nous permettre de changer le fond, c'est-à-dire l'arrière-plan de nos pages web, et comment intégrer des images, de l'audio ou des vidéos dans nos pages web. Nous apprendrons également à créer et à utiliser des tableaux et des formulaires en HTML et finirons avec l'intégration des Google Fonts, donc des polices Google, et avec un petit mot donc, sur le responsive design, c'est-à-dire comment adapter notre page web à la taille de l'écran des utilisateurs ainsi qu'à leurs terminaux, donc que ce soit portable, tablette ou ordinateur. En bref, donc le programme est assez chargé et on va donc commencer tout de suite avec les propriétés CSS relatives au fond. Et commençons donc par voir comment on peut ajouter une couleur de fond. Alors pour ajouter une couleur de fond, nous allons simplement utiliser la propriété Background Color. Alors cette propriété accepte les mêmes valeurs que la propriété Color que nous avons vu précédemment, donc, à savoir les valeurs de type nom de couleur, donc blue, red, white, etc., les valeurs hexadécimales ou les valeurs RGB. Alors voyons tout de suite comment cette propriété fonctionne. Donc en CSS, donc, on se met dans l'élément body par exemple, background-color, par exemple blue. Et donc vous voyez le résultat, j'ai un fond maintenant qui est bleu. Alors comme je vous dis, ça marche aussi bien avec les valeurs de type hexadécimal, par exemple 2454 A2, qui fait du bleu foncé, ou avec les valeurs donc, de type RGB, donc RGB, donc 0,55, 0,66 et 777 par exemple. Donc il donne une nouvelle fois du bleu. Alors on peut également ajouter une image de fond. Et pour ce faire, on va cette fois utiliser la propriété Background Image. Donc on va ensuite donner en valeur l'URL de l'image, qui en l'occurrence prend la forme d'un chemin relatif, comme nous l'avions vu pour les liens. Alors voyons immédiatement comment cette propriété fonctionne. Alors pour cela, il va me falloir une image que je vais stocker dans un dossier sur mon ordinateur, et il va également me falloir un fichier HTML et un fichier CSS. Et donc cette fois-ci, je vais utiliser Komodo pour vous faire la démonstration. Et donc comme vous le voyez, je viens de créer un dossier nommé Background dans lequel j'ai mis une image, donc en l'occurrence mon image, j'ai pris des perroquets, donc je l'ai nommé Piaf, et dans laquelle j'ai mis mes deux fichiers, donc mon fichier background.html et background.css. Donc évidemment, j'ai lié mes deux fichiers ensemble avec le link rel, on se rappelle, hein, on l'avait fait dans la partie précédente. Et donc maintenant je vais dans mon fichier background.css, alors n'hésitez pas à mettre pause sur la vidéo le temps que vous arriviez à mon niveau, donc prenez une image sur le web et créez ces deux fichiers background.html qui est très simple et background.css qui pour le moment est vide. Et donc dès que vous êtes là, donc on va dans le fichier background.css, nous allons maintenant utiliser notre propriété background image sur l'élément body. Alors moi dans l'exemple je le fais sur l'élément body, mais notez que cette propriété, tout comme la propriété background color, marche aussi bien sur l'élément body que sur n'importe quel autre type d'élément de type bloc. Donc on écrit body background-image, URL, entre parenthèses, donc l'URL de notre image. Alors dans mon cas, vu encore une fois donc que l'image est dans le même dossier que mon fichier CSS, c'est le nom de l'image, l'URL, donc piaf.jpg, tout simplement. On n'oublie pas donc le point virgule, on enregistre, commande S ou CTRL S si vous êtes sur PC, et donc on va voir tout de suite le résultat. Alors avec Komodo, je peux prévisualiser le résultat donc directement. Donc je retourne sur mon fichier background.html, je clique ici, hop, preview, et donc vous voyez que nous avons maintenant cette image en image de fond, donc qui se répète par défaut. Alors autre chose à noter, vous pouvez vous contenter d'utiliser la propriété background tout simplement à la place de background image ou background color. Donc on peut le faire, vous allez voir, ça marche tout aussi bien. Par exemple, si j'enlève là le image, donc juste background, j'enregistre, hop, je retourne sur mon HTML, je prévisualise,
Et vous voyez que ça marche aussi bien. Alors toutefois, je vous conseille quand même de toujours utiliser la propriété la plus précise dans la mesure du possible. Donc dans notre cas, background-image, afin d'éviter donc des problèmes par la suite et afin donc d'éviter d'avoir la même propriété qui renvoie à deux choses différentes en fait. Alors ensuite, maintenant, on va voir donc comment gérer la position et la répétition de notre fond. Donc si vous voyez que par défaut, le fond est répété. Alors tout d'abord, la propriété donc, qui gère la répétition de notre fond est la propriété background-repeat. Alors cette propriété background-repeat accepte 4 valeurs. Alors la première valeur, c'est repeat, tout simplement, qui fait que le fond va se répéter horizontalement et verticalement. Donc encore une fois, c'est le comportement par défaut. La seconde valeur, c'est repeat x. Dans ce cas, le fond ne se répète qu'horizontalement. Ensuite, on a repeat y, donc le fond ne se répète que verticalement. Et finalement, la dernière valeur, c'est no repeat, donc le fond ne se répète pas dans ce cas-là. Alors, on va faire toutes les valeurs les unes après les autres. Alors, donc, background-image. Ensuite, donc, background en dessous, -repeat. 2 points. Donc, j'ai dit, la première valeur, c'est repeat, c'est la valeur par défaut. Donc, dans ce cas, l'image va se répéter comme tout à l'heure. Donc elle va se répéter horizontalement et verticalement. Donc prévisualiser. Ok. Donc ici on voit qu'horizontalement, mais si je baisse un peu ça, vous voyez qu'elle se répète également verticalement. Elle se répète dans les deux sens. Ensuite, la deuxième valeur de notre propriété background repeat, c'est repeat-x. Dans ce cas-là, l'image ne va se répéter qu'horizontalement. Donc on retourne sur notre background.html, on prévisualise. Vous voyez que cette fois-ci, l'image ne se répète qu'horizontalement. Ensuite, repeat y va faire en sorte que l'image ne se répète que verticalement. Hop. Voilà. Et donc la dernière valeur, c'est no repeat. C'est la valeur qu'on va très souvent utiliser. Donc no-repeat. Et cette valeur va faire en sorte que le fond ne se répète plus du tout. Donc on peut voir ici que le fond ne se répète plus. Voilà, donc c'est très simple. Donc ça c'était pour la répétition du fond. Maintenant pour contrôler la position de notre image de fond, on va utiliser la propriété background-position tout simplement. Donc background-position. Donc comme ceci, background-position, 2 points. Et donc cette propriété a besoin de 2 valeurs pour fonctionner. Une première valeur qui va correspondre à la coordonnée horizontale et une seconde valeur qui va correspondre à la coordonnée verticale. Donc par exemple, si je veux que l'image soit en haut à gauche, j'écrirai 0, 0. Donc en fait, ça fait 0 horizontal, 0 vertical. Si je veux que mon image soit décalée de 100 pixels horizontalement, j'écrirai 100 pixels, 0. Dans ce cas-là, si j'enregistre et que je prévisualise, une nouvelle fois, vous allez voir que mon image est décalée de 100 pixels, donc horizontalement, donc vers la droite. Alors, ah oui, à savoir donc que l'image par défaut est en haut à gauche de son élément parent. L'image de fond est en haut à gauche donc de son élément parent. Donc moi, dans mon cas, c'est body. Donc c'est en haut à gauche de la page. Donc si ici j'avais mis également 100 pixels, l'image aurait été décalée vers le bas de 100 pixels également, comme on peut le voir ici. Voilà, donc ça c'était donc pour positionner notre fond. Alors il y a d'autres techniques pour positionner le fond qu'on verra plus tard. Pour en retenir celle-ci qui est très simple et très facile à mettre en place. Et donc maintenant on va voir comment fixer le fond ou comment le faire défiler comme c'est le cas par défaut. Alors pour fixer le fond, on va utiliser la propriété background attachment. Donc background-attachment. Donc cette propriété accepte 2 valeurs, donc la valeur fixe ou la valeur scroll. Alors la valeur scroll va faire défiler donc le fond avec la page, c'est la valeur par défaut. Et la valeur fixed donc va fixer le fond. Alors on enregistre et on va voir à quoi ça va ressembler. Alors pour ça je vais avoir besoin d'une page un petit peu longue, donc je vais répéter mon paragraphe plusieurs fois. Hop là. Ça devrait suffire, il y aura ces lignes. Donc toujours pareil, je prévisualise. Donc vous voyez que dans ce cas-là, hop,
mon fond reste fixe. Vous voyez que les paragraphes montent les uns après les autres, au fur et à mesure que je scrolle ma page. Et donc mon fond reste fixe, avec la propriété fixed. Donc c'est avec la valeur, pardon, fixed. Donc cette propriété background attachment est une propriété qui peut être très intéressante hein, si elle est bien utilisée. Donc retenez-la également. Et donc c'est à peu près tout. On a fait le tour donc, de ces premières propriétés sur le fond, une propriété donc toutes assez simples comme vous voyez. Et il ne nous reste donc plus que deux choses à voir sur les fonds, à savoir comment mettre plusieurs images de fond et comment créer un fond en dégradé. Et commençons tout de suite donc par les images de fond multiples. Alors en CSS, donc on peut ajouter plusieurs images de fond. Et pour ce faire, on va devoir utiliser la notation shorthand de nos propriétés relatives au fond, à savoir donc la propriété background toute simple comme je l'ai dit précédemment. On va ensuite donc tout simplement séparer les déclarations par une virgule. Alors voyons immédiatement comment ça marche en pratique. Alors pour cela, il va me falloir de nouvelles images. Donc moi, en l'occurrence, là j'en ai pris deux nouvelles. Donc j'ai pris un chaton et un scarabée. Alors je vous invite à faire de même, à prendre deux autres images et à les mettre donc dans le même dossier que la première, pour des raisons de simplicité, tout simplement. Et donc dès que vous avez fait ça, on retourne sur notre fichier CSS. Alors cette fois-ci, on va tout effacer. Et on va écrire donc background, deux points. Alors URL, on commence par l'image, donc URL, la première image c'était piaf.jpg. Ensuite, on définit si on veut que le fond soit fixe ou ce qui scrolle en même temps que l'écran. Donc moi je choisis fixed dans mon cas. Ensuite on choisit la répétition du fond, donc je vais mettre no repeat vu qu'on a plusieurs images. Fixed no repeat, et ensuite on choisit la position du fond. Alors moi pour la première image je vais mettre top left par exemple, donc je veux que l'image soit en haut à gauche. J'aurais pu également mettre 0 0, c'était la même chose, top left ou 0 0. Et là on sépare donc par une virgule. Alors je vais mettre la deuxième déclaration en dessous pour que ce soit plus facile à suivre pour vous. Donc deuxième déclaration maintenant, donc deuxième image, URL, entre parenthèses, donc on a dit chaton.jpg. Après toujours pareil, fixed, no repeat, repeat, et cette fois-ci je vais mettre top right, donc je veux que l'image soit en haut à droite. Encore une virgule, on va à la ligne, troisième image, URL, entre parenthèses, donc on a dit scarabée.jpg, toujours fixed, toujours no repeat, repeat, et cette fois-ci je vais la mettre en bas à gauche, donc bottom left. Et cette fois-ci, pour finir, un point virgule, on enregistre, on va prévisualiser le résultat immédiatement, donc preview, et vous voyez qu'on a bien donc ma première image, donc mes perroquets en haut à gauche, mon chaton en haut à droite, et en bas donc on a mon scarabée qui est bien en bas à gauche. Donc c'est tout simple, voilà comment mettre plusieurs images de fond. Donc on sépare bien chaque déclaration par une virgule, et le point virgule à la fin, ça on a l'habitude. Donc on a vu les images de fond, maintenant on va voir comment créer un fond en dégradé. Alors j'espère que pour le moment tout est clair, car là ça va se compliquer un tout petit peu. Alors rien de bien méchant vous allez voir, mais il faut bien suivre. Alors tout d'abord il faut savoir que nous avons deux types de dégradés à disposition. Des dégradés linéaires et des dégradés de type radial. Alors les fonds en dégradé sont considérés comme des images, et donc à ce titre nous allons utiliser à nouveau la propriété background image pour les créer. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je dois faire un petit aparté, donc ce qu'on appelle les préfixes vendeurs. Alors il faut savoir qu'il y a quelques années de cela, tous les navigateurs ne reconnaissaient pas les mêmes propriétés et ne les implémentaient pas de la même manière. En l'occurrence, chaque navigateur avait une méthode bien à lui d'implémenter un fond en dégradé. Les préfixes vendeurs ont alors été créés afin que chaque navigateur affiche une propriété, en l'occurrence affiche un fond en dégradé, de la même manière que les autres. Alors même si aujourd'hui la majorité des navigateurs suivent des standards qui ont été établis et implémentent la majorité des propriétés de la même façon, cela peut être toujours utile, et surtout ça ne coûte rien, de mentionner les préfixes vendeurs dans le cas où certains de vos visiteurs utiliseraient des vieilles versions de navigateurs.
Alors les préfixes vendeurs sont les suivants. Donc pour Chrome et Safari, il faudra rajouter un tiret WebKit, un tiret. Pour Mozilla, un tiret Moz, un tiret. Pour Internet Explorer, un tiret MS, un tiret. Et pour Opera, un tiret O et un tiret. Alors pour le moment, cela doit sembler un petit peu flou pour vous, ne vous inquiétez pas, on va voir tout de suite cela dans un exemple, ça va être beaucoup plus clair. Et donc on va commencer avec les dégradés linéaires. Alors là, comme vous le voyez, j'ai pris donc une page HTML standard de base, dans laquelle j'ai mis quelques paragraphes, donc afin qu'on ait un petit peu de texte, un petit peu de contenu dans cette page. Et maintenant, je vais me placer en CSS, donc je me place dans mon élément body. Encore une fois, c'est pas obligatoire. Donc maintenant, background, 2 points. Donc pour un dégradé linéaire, on va écrire linear-gradient. Et entre parenthèses, donc le nom des couleurs que l'on veut en dégradé. Donc on peut mettre 2 couleurs, 3 couleurs, 4 couleurs, autant de couleurs que l'on veut. Donc dans mon cas, je vais mettre blue, red, tout simplement, donc bleu, rouge. Et on voit donc bien que le dégradé va du bleu vers le rouge. C'est pour ça que j'ai mis quelques paragraphes ici, car le comportement est un petit peu étrange dans JSBeans, donc le dégradé se répète dans tout mon élément body. Et donc avec les préfixes vendeurs maintenant, donc en dessous, donc point virgule, en dessous on va écrire la même chose, background, 2 points, alors WebKit, donc le préfixe vendeur pour Safari et pour Chrome, linear gradient, toujours pareil, et entre parenthèses, donc les mêmes couleurs, blue, red. Donc ça fait premier préfixe vendeur, second préfixe vendeur, donc background, 2 points, hop, ça c'est WebKit, pas WebKeys, pardon. Tiret, donc pour Mozilla, Moz, linear-gradient, et blue, red, toujours pareil. Maintenant, pour donc Internet Explorer, donc c'est MS, on a dit, tiret linear gradient, entre parenthèses, blue, red. Et donc dernier préfixe vendeur, background 2.o, donc pour Opera, linear-gradient, et donc blue, red. Et donc moi je suis sous Safari, et vous allez voir que si je retire donc maintenant ceci, donc la propriété donc qui est lue de base par ma version de Safari, vous allez voir que hop, on obtient la même chose, car on a le préfixe vendeur pour Safari. Je pourrais retirer ceci également, ça ne change rien. Donc à noter, donc précisez toujours ces préfixes vendeurs pour ces dégradés. C'est toujours mieux si vos visiteurs ont d'anciennes versions des navigateurs. Donc. Alors comme vous le voyez par défaut, donc le dégradé linéaire va du haut vers le bas, donc on peut le faire aller de gauche vers la droite, de droite vers la gauche et du bas vers le haut également. On peut même le faire aller en diagonale. Alors pour cela, on a 2 choix. Donc soit on va indiquer des mots-clés comme to left, to right, to bottom ou to top. Et on peut également indiquer to bottom right, to bottom left, etc. Soit on va indiquer des degrés. Alors moi je vais enlever ça, ça m'évitera d'avoir à répéter à chaque fois donc, ce que je vais écrire dans la première. Vous dans un site vous mettrez tout ça évidemment, moi c'est pour simplifier les choses, pour que ça aille plus vite. Donc si je veux que mon dégradé aille vers la droite, de gauche vers la droite, je vais écrire to right. Et vous voyez bien que le dégradé va de gauche vers la droite. Si je veux qu'il aille de droite vers la gauche, je vais écrire to left, évidemment. Si je veux qu'il aille du bas vers le haut, je vais écrire to top. Donc là, vous voyez qu'il va du bas vers le haut. Et donc, le comportement par défaut, c'est to bottom. Je pense que vous l'avez remarqué, donc du haut vers le bas. Maintenant, si je veux qu'il aille du en haut à gauche vers en bas à droite, j'écrirai to bottom right, par exemple. Vous voyez bien que maintenant, mon dégradé va de en haut à gauche vers en bas à droite. On peut évidemment faire la même chose, donc vers en haut à droite, donc to top right, en bas à droite, en bas à gauche, to bottom left, et en haut à gauche, donc to top left. Donc maintenant, deuxième méthode, je vous ai dit la méthode vraiment la plus précise, avec donc des degrés. Alors pour cela, on va indiquer ici, à la place de to top right, une valeur en degrés. Par exemple, si je mets ici 90 degrés, vous allez voir ce qui arrive. Donc 90 deg, on va écrire, ça fait un dégradé de gauche vers la droite. À partir de là, vous pouvez en déduire que donc si je mets 180 degrés, ça va faire un dégradé du haut vers le bas. Donc 270
donc de droite vers la gauche, pardon, etc., etc. Et ainsi, vous pouvez jouer très précisément sur l'inclinaison de votre dégradé. Par exemple, si je mets 52 degrés ici, ça va faire donc légèrement vers en haut à droite. Donc vous voyez que ça peut être très précis. Donc n'hésitez pas à utiliser ces valeurs en degrés. Alors maintenant, donc, je vais récupérer mes préfixes vendeurs, car il faut tout de même que je vous montre quelque chose. Voilà donc deux choses. La première, tout à l'heure je vous ai présenté le préfixe MS, préfixe vendeur MS pour Internet Explorer. Alors je dois vous dire que dans le cas des dégradés, il ne va pas nous servir. Tout simplement car Internet Explorer, avant sa version 10, même avec des préfixes vendeurs, n'implémentait pas les fonds en dégradé. Donc dans le cas de fonds en dégradé, vous n'en aurez pas besoin. Je vous l'ai présenté tout à l'heure, tout simplement pour être exhaustif, et car il peut servir dans d'autres cas, comme notamment des dégradés, les dégradés pour les boîtes et les dégradés pour les textes. Donc ici on peut d'ores et déjà le retirer. Je vous l'ai présenté juste pour l'exhaustivité tout à l'heure. Donc maintenant, pour incliner des dégradés avec les préfixes vendeurs, comment ça va marcher? Donc on l'a vu tout à l'heure, on l'a vu à peine, donc avec la propriété de base ici, pour aller de gauche vers la droite, on va écrire to right. Mais avec le préfixe WebKit Linear Gradient, on va écrire left. Et left, ça va nous amener de gauche vers la droite. En fait, là, dans ce cas-là, c'est le préfixe qui prend le dessus sur la propriété de base, en fait, avec JSBin. En revanche, pour les deux autres préfixes vendeurs, donc préfixe vendeur de Mozilla et celui d'Opera, on va écrire non pas left, mais right. Donc c'est là où il y a une petite astuce, il faut faire attention. Donc lorsqu'on veut un dégradé qui aille vers la droite, de gauche vers la droite, on écrit to right dans la propriété normale, mais on écrit donc left pour la propriété WebKit et right pour les autres préfixes vendeurs. Et donc avec les degrés, ça va être pareil, la propriété WebKit va se comporter assez bizarrement. Donc par exemple, si ici je mets un angle à 90 degrés, on sait donc que ça va de gauche vers la droite normalement. Maintenant, si je mets un angle à 90 degrés ici, vous allez voir ce qui va se passer. En fait, ça va donc de bas vers le haut. En fait, il faut tout décaler de 90 degrés avec le préfixe WebKit. Donc 90 degrés pour la propriété normale, ça correspond à 0 degré en fait avec le préfixe WebKit. Et ici, on peut mettre donc normalement 90 degrés et 90 degrés comme pour la propriété normale. Alors, à savoir que ce préfixe ne s'est pas toujours comporté comme cela. De la version 5.1 à la version 6 de Safari, entre autres, ça je le sais, le préfixe ici se comportait comme les autres, c'est-à-dire qu'il fallait mettre 90 degrés comme pour les autres. Donc selon si vos visiteurs ont une version très ancienne de Safari, donc une version entre la 5.1 et la 6, là ça pourrait faire un dégradé donc, qui irait donc pas de gauche vers la droite, mais donc 90 degrés de moins, donc de bas vers le haut. Donc ça peut être assez gênant. Bon après il faut parier sur le fait que la majorité de vos visiteurs n'auront pas des navigateurs qui datent de plus de 4 ans, du moins je l'espère pour vous. Enfin en tout cas c'est bon à savoir. Donc il est possible que sous certaines anciennes versions de Safari et de Chrome, cette propriété-là ne se comporte pas exactement comme souhaité. Enfin de toute façon on peut vraiment rien y faire dans ce cas-là. Et donc dernière chose que je voulais vous montrer sur les dégradés linéaires, les dégradés avec plus de 2 couleurs. En fait c'est tout simple, il suffit tout simplement de rajouter des couleurs avec des virgules derrière. Donc par exemple si je veux faire un dégradé bleu, rouge, jaune, j'écris blue, red et yellow. Donc je répercute ça sur mes préfixes vendeurs. Et donc vous voyez bien ici que maintenant mon dégradé va du bleu vers le rouge et du rouge vers le jaune. Donc je peux mettre autant de couleurs que je veux. Alors à noter donc qu'à la place de nom de couleur, on peut également mettre donc des notations hexadécimales. Comme ceci. Voilà, donc vous voyez que ce dégradé cette fois-ci part vers du bleu, bleu foncé. Et on peut également donc mettre des valeurs RGB si vous le préférez, c'est comme vous voulez. Et donc maintenant nous allons voir les dégradés de type radial, donc avec un point central. Alors il faut savoir que le dégradé radial fonctionne exactement de la même manière que le dégradé linéaire, sauf que cette fois-ci nous allons utiliser la propriété radial gradient à la place de linear gradient.
Donc on efface tout ça, ça ne fait jamais de mal de s'entraîner. Hop, on va tout réécrire. Donc background. Cette fois-ci on dit donc radial-gradient. Et donc toujours le même principe, le même fonctionnement, donc blue, red par exemple. Donc cette fois-ci vous voyez qu'on a bien un dégradé radial, c'est-à-dire avec un point central, donc un point central qui est bleu, et on va vers le rouge plus on s'éloigne du point central. Donc on n'oublie pas donc les préfixes vendeurs, toujours pareil, donc background WebKit pour Safari et Chrome. WebKit, et je me suis trompé, c'est un 2 points ici. WebKit donc radial-gradient, entre parenthèses blue, red. Ensuite, deuxième préfixe vendeur, 2 points, donc Moz pour Mozilla, radial-gradient, toujours pareil, blue, red. Et dernier préfixe vendeur, background, 2 points, au radial-gradient, bleu et red. Voilà. Donc ici aussi on peut mettre donc plus de 2 couleurs. Donc je peux mettre blue, red, yellow. Blue, red, yellow. Donc vous voyez maintenant que ça passe du bleu vers le rouge, vers le jaune. Et donc à savoir avec les dégradés de type radial, on peut choisir donc où va partir le point central. Si par exemple là je mets 0, 0, 0, hop, je répercute ça sur mon préfixe vendeur, 0, 0. Vous voyez que maintenant donc le point central part tout en haut à gauche. Donc en fait ça veut dire que notre point central part de 0 pixels vers la gauche et 0 pixels vers le haut. Si j'avais mis par exemple ici 50 pixels à la place de 0, alors cette fois-ci il faut ajouter le pixel. Il n'y a qu'avec le 0 qu'on n'est pas obligé de mettre le px derrière. Vous voyez bien que cette fois-ci on est 50 pixels plus à droite. Et donc toujours tout en haut. Si j'avais mis 50-50, on serait descendu également de 50 pixels. Voilà. Donc c'est une chose qui est à savoir donc pour les dégradés de type radial. Alors on va répercuter ça quand même sur tous nos préfixes vendeurs, histoire de faire un petit peu propre. Faire les choses bien. Ça fait jamais de mal. Voilà. Alors à savoir qu'il est possible d'utiliser des options très avancées de personnalisation des dégradés que je ne vais pas vous présenter dans cette vidéo car ce serait beaucoup trop long. Mais sachez qu'on peut choisir donc tout d'abord la longueur d'une couleur pour notre dégradé, donc la taille de chaque couleur pour notre dégradé. On peut également utiliser les stops pour arrêter une couleur en précisant un pourcentage après la couleur par exemple. On peut donc choisir le centre de notre dégradé radial comme on vient de le voir en précisant des coordonnées donc en pixels. Donc on peut faire vraiment beaucoup de choses avec ces dégradés. Je vous invite à vous renseigner sur le web, il y a énormément de tutoriels qui traitent de ce sujet si ça vous intéresse. Encore une fois, je ne vais pas tout présenter dans cette vidéo car ce serait beaucoup trop long et j'essaie vraiment de faire complet mais assez simple. Et donc on en a fini pour nous avec les dégradés. Et donc nous allons maintenant voir comment intégrer des images, de l'audio et des vidéos dans nos fichiers HTML. Et nous allons donc commencer avec les images, tout simplement parce que c'est le plus simple. Et pour débuter sur de bonnes bases avec les images, je vais donc tout d'abord devoir vous parler des différents formats d'images. Alors comme vous le savez certainement, il existe différents formats d'images. Par exemple, lorsque vous enregistrez une image sur votre ordinateur, vous pouvez en théorie choisir entre les formats .png, .jpg ou JPEG, .bitmap et .gif pour ne citer que les plus connus. Alors comme vous vous en doutez, ces formats ne sont pas strictement équivalents et à chaque format correspond un type d'image. Par exemple, si votre image est une photographie, je vous recommande d'utiliser le format JPG. En revanche, si votre image est un dessin ou tout autre type d'image statique, vous devrez préférer le .png qui est un type qui gère également la transparence. Enfin, donc si votre image est animée, vous devrez choisir le format GIF et essayer d'oublier le bitmap qui est un format très lourd et qui ne possède pas réellement d'avantages. Donc retenez que si vous avez une photographie, vous utiliserez le format JPG. Si vous avez un autre type d'image statique, vous utiliserez le format PNG.
Et si vous avez une image animée, vous utiliserez le format GIF. Alors pensez encore une fois à choisir avec attention le nom de vos images et à éviter les caractères spéciaux et les espaces. Donc vous préférez soit les underscores, soit les tirets aux espaces, tout simplement car cela peut être source de problèmes ensuite quand vous intégrez vos images dans votre code. Et donc pour insérer une image maintenant, nous allons utiliser l'élément HTML IMG, donc qui est l'abréviation de image. Alors l'élément IMG doit être placé au sein d'un élément de type bloc, comme l'élément P ou un div par exemple. Pour que votre code soit valide, vous devez ajouter deux attributs à l'élément IMG. Tout d'abord l'attribut source, qu'on abrège SRC, et l'attribut alternative, qu'on note alt. Vous pouvez également ajouter l'attribut facultatif title, ce qui aura pour effet d'afficher un texte lorsque vos visiteurs passeront la souris sur votre image. Alors l'attribut source donc indique le chemin de l'image. Vous pouvez donc lui donner soit un chemin relatif, soit un chemin absolu. Rappelez-vous, nous avons vu ça avec les liens dans la première partie. L'attribut alt, lui, sert à donner un texte descriptif à la photo. Ce texte est utile, notamment dans les cas où votre image ne s'affiche pas, ou pour les robots, donc le robot de Google entre autres. Et donc on va, comme à notre habitude, illustrer cela avec un exemple pour mieux comprendre. Alors comme je vous l'ai dit, l'élément image a besoin de deux attributs pour fonctionner. L'attribut source, donc SRC, et l'attribut alternative, donc alt. L'attribut source, je vous l'ai dit, accepte donc des chemins relatifs ou absolus. Comme je vous fais la démonstration avec JSBin, vous vous en doutez, je vais utiliser un chemin relatif. Donc je ne vais pas enregistrer une image sur mon ordinateur, mais je vais aller chercher une image sur un autre site web. En l'occurrence, moi j'ai choisi cette image. Alors si vous faites la même manipulation que moi, faites bien attention à avoir donc l'adresse qui finit par .jpg, donc qui veut dire que c'est bien l'image que vous allez copier. Donc je copie donc moi cette adresse, ensuite je retourne sur mon fichier HTML, donc on utilise l'élément image, on l'a dit img, ensuite l'attribut donc source src égale entre guillemets l'adresse de mon image. Encore une fois, donc si vous aviez enregistré une image sur votre ordinateur, il aurait fallu mettre le chemin absolu, comme on a appris à le faire. Deuxième attribut, donc l'attribut alt, donc le texte alternatif, égale, entre guillemets, film Lao de Pixar. Et donc l'attribut facultatif, donc vous n'êtes pas obligé de mettre, l'attribut title, qui va faire en sorte donc qu'un texte s'affiche au survol de la souris sur l'image. Donc title, image du film Lao de Pixar. Donc l'élément image donc est une balise orpheline. On termine donc avec un slash et on referme la balise. Et maintenant si je mets la souris sur l'image, vous observez bien qu'il y a écrit image du film Lao de Pixar, donc ce qui correspond à ce qu'on a mis dans notre attribut title. Donc ça marche très simplement, hein, donc vous pouvez refaire la manipulation si vous le voulez. Et donc maintenant on va apprendre à ajuster et à positionner notre image. Alors pour ajuster la taille d'une image, évidemment on va utiliser le CSS et on va utiliser les propriétés height, donc pour la hauteur, et width pour la largeur, donc que l'on connaît déjà. Alors si l'on ne spécifie qu'une hauteur ou qu'une largeur, il est à noter que la deuxième dimension va s'ajuster automatiquement. En revanche, lorsque l'on spécifie une hauteur et une largeur, évidemment, il faut faire attention à ne pas trop casser les proportions initiales de l'image. Par exemple, donc là, si j'utilise donc image, mon sélecteur image, que je mets donc une hauteur égale à 100 pixels par exemple, et une largeur égale à donc 100 pixels également, vous allez voir que ça va vachement déformer l'image. Donc ça c'est à éviter évidemment. Donc si vous spécifiez donc qu'une hauteur ou qu'une largeur, rappelez-vous que la deuxième composante s'ajuste automatiquement. Donc là dans mon cas je vais mettre 200 pixels, hop, ça suffira. Alors une petite astuce que je vous donne tout de même pour accroître les performances de votre site et donc votre référencement, essayez autant que possible d'ajuster la taille de vos images avant de les mettre sur votre serveur, avec Paint ou Photoshop par exemple. Car en effet, si vous téléchargez une image par exemple de 2000 pixels de large sur votre serveur
et que vous la redimensionnez à 400 pixels par la suite avec le CSS, l'affichage va certainement être ralenti pour certains de vos visiteurs. Pourquoi? Tout simplement car à chaque fois, en fait, le navigateur de vos visiteurs va télécharger l'image de base sur votre serveur qui fait donc 2000 pixels de large et qui est donc très lourde, et va la redimensionner ensuite au format souhaité, donc au format de 400 pixels comme on l'a dit précédemment. Et évidemment, donc cela use beaucoup de mémoire et va donc influer sur le temps d'affichage de votre page web. Donc de préférence, à moins que vous ayez un site e-commerce et que vous deviez ensuite et que vous proposiez ensuite une fonctionnalité d'agrandissement des images, essayez de mettre sur votre serveur l'image au format souhaité déjà à la fin. Alors maintenant, pour positionner une image, il faut savoir que l'élément image est un élément de type inline par défaut. Alors cela sous-entend donc qu'une image va se positionner sur la même ligne qu'un autre contenu de type inline. Souvent, lors de la création d'un site web, nous voudrons qu'une image occupe sa propre ligne. Dans ce cas-là, il nous faudra utiliser la propriété display. On pourrait également utiliser la propriété float pour positionner une image en utilisant les valeurs right ou left. Pour ajuster l'espace entre une image et le contenu qui l'entoure, on va utiliser la propriété margin. On peut même créer un cadre si on veut en utilisant également les propriétés padding et border. Donc on va voir tout cela dans un exemple immédiatement. Donc display déjà pour transformer l'image en un élément de type bloc, donc display bloc. Alors ici on ne voit aucune différence car je n'ai pas d'autres contenus, mais si j'avais d'autres contenus donc de type inline et de type bloc au-dessus, en dessous, on verrait bien que l'image là serait sur sa propre ligne. Et donc ensuite on peut également donc créer tout un cadre autour de l'image si on veut, avec les propriétés donc margin, padding et border. Donc par exemple je peux mettre une bordure donc de 2 pixels solide et black par exemple, très bien. Un padding donc de 1 pixel et une margin donc de, allez, admettons 10 pixels. Hop, là on va recadrer légèrement et donc vous voyez que ça nous fait maintenant un beau cadre autour de notre image. Donc vous pouvez jouer avec toutes ces propriétés afin d'obtenir un petit peu des cadres de cette façon, ce qui peut rendre un effet très sympa au final, et ce qui est très simple à faire finalement. Donc c'est tout ce qu'on avait à voir sur les images, et on va maintenant passer à du un petit peu plus compliqué avec l'audio. Alors à savoir que je vais vous présenter deux méthodes donc pour insérer de l'audio ou des vidéos sur vos pages web, et je vais donc commencer avec la méthode certainement la plus complexe et finirai avec la plus simple. Alors commençons avec l'audio déjà. Alors pour l'audio, tout comme pour les images, il faut savoir qu'il existe différents formats. Cependant, avec l'audio, il n'existe pas de format donc supporté par tous les navigateurs. En effet, avec les images, on a vu que qu'on enregistre une image au format .jpg, .png ou .gif, cette image sera lue que vos visiteurs soient sur Google Chrome, sur Safari ou sur Firefox. Avec l'audio, c'est plus compliqué. Et il va donc falloir indiquer plusieurs formats lorsque l'on va insérer de l'audio en HTML. Alors personnellement, je recommande d'utiliser au minimum les formats MP3 et OGG, qui sont les deux formats les mieux supportés. Donc comme vous le voyez dans ce tableau, vous voyez qu'Internet Explorer supporte le MP3 mais pas l'OGG, que Chrome supporte tout, donc c'est très bien, que Firefox maintenant supporte tout mais avant ne supportait pas le MP3. Safari donc ne supporte pas le OGG et Opera ne supporte pas MP3. Donc comme vous voyez, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de format qui soit supporté par tous les navigateurs et c'est pour cela qu'il faut utiliser plusieurs formats pour insérer de l'audio dans une page web. Alors pour ajouter de l'audio donc sur une page web, on va utiliser l'élément HTML audio. Tout comme pour l'élément image, l'élément audio va demander un attribut source pour fonctionner. Donc cet attribut source prend en valeur l'URL du fichier audio. Toutefois, si vous n'écrivez donc que l'élément audio avec son attribut source, vous ne verrez rien à l'écran. En effet, par défaut, l'élément audio n'est pas affiché sur les pages web. Il va donc nous falloir utiliser de nouveaux attributs pour que la barre donc, de lecture audio s'affiche. L'attribut controls, tout d'abord, va servir à afficher les boutons de contrôle, donc tels que les boutons lecture, pause et volume, entre autres. Cet attribut est donc bien évidemment obligatoire et n'a pas besoin de valeur. Vous n'aurez qu'à écrire controls sans valeur. Ensuite, l'attribut autoplay va nous permettre de lancer automatiquement le fichier audio lors du chargement de la page. Donc là encore, il n'y a pas besoin de valeur.
L'attribut loop maintenant va nous permettre de faire répéter la musique en boucle. L'attribut width va être utile pour modifier la largeur par défaut de la barre de l'élément audio. Et enfin, donc l'attribut preload va nous permettre de sauvegarder de la bande passante et donc d'accroître les performances de notre site. Alors cet attribut peut prendre 3 valeurs différentes, metadata, auto et none. En pratique, on utilisera généralement la valeur auto qui va en fait préloader toutes les informations et les données. Alors à savoir qu'entre les deux balises de l'élément audio, donc, on peut ajouter un texte qui sera affiché dans le cas où le navigateur ne supporterait pas le format audio. Et donc je vais maintenant vous montrer comment cela marche avec un petit exemple. Alors pour les besoins de l'exemple, donc j'ai récupéré mon éditeur de texte Komodo et j'ai créé une page HTML toute simple, donc comme vous voyez avec juste le squelette, comme on a appris à le faire. Et donc maintenant, j'ai mis dans un même dossier donc mon fichier HTML et mes deux fichiers audio, donc test.mp3 et test.ogg. Alors dans le cas présent, en fait, j'ai un petit peu triché, car ce n'est pas de vraie musique. C'est des fichiers Excel auxquels j'ai rajouté une extension .ogg et .mp3. Donc ça ne marchera pas, donc mon fichier ne pourra pas lire de l'audio vu que ce n'est pas de l'audio à la base. Je vous demande juste de me faire confiance, c'est juste pour les besoins de l'exemple, car je n'avais pas de fichier audio sous la main. Donc je retourne sur mon fichier HTML, et donc j'insère mon élément audio, avec mon attribut source égale donc test.mp3, et mon attribut contrôle. Pour commencer, ça suffira. Et donc je referme Flux Audio, j'enregistre et je prévisualise dans mon navigateur, le navigateur de mon choix, par exemple Safari, Preview. Et vous voyez donc que le fichier audio s'affiche bien avec donc la barre de lecture, avec le bouton donc de lecture et de pause et le bouton de son. Donc maintenant, comme je l'ai dit, il n'y a pas de format audio qui soit supporté par tous les navigateurs. Alors comment on va faire pour indiquer plusieurs formats audio? En fait, on va un petit peu changer donc l'élément. Cette fois-ci, hop, on va enlever ça. Et dans mon élément audio, on va créer un autre élément source qui prendra l'attribut src. Donc avec, encore une fois, le nom de mon fichier audio qu'on referme. Et donc on va faire ça pour tous les formats disponibles. Donc dans mon cas, le test.mp3 et le test.ogg. Voilà, tout simplement. Et là, donc, vous avez un fichier donc, audio qui sera lu par tous les navigateurs. En effet, ceux qui liront le MP3 vont prendre le MP3, et ceux qui liront le OGG vont prendre le fichier OGG tout simplement. Alors comme je l'ai dit, après vous pouvez rajouter donc d'autres attributs dans l'élément audio, donc pour ajouter l'attribut donc loop pour que le fichier se répète indéfiniment. Bon là ça ne marchera pas vu que mon fichier encore une fois n'est pas un vrai fichier audio. Autoplay pour que ça se lance automatiquement. Vous pouvez également ajouter l'attribut preload pour que le fichier se preload donc avant, et l'attribut width donc pour indiquer une taille différente. Donc comme vous le voyez, ce n'est pas forcément évident à la base, mais ce n'est pas non plus très complexe une fois qu'on connaît la technique. Passons maintenant donc à l'insertion de vidéos dans nos fichiers HTML. Alors pour créer et afficher une vidéo, il nous faut obligatoirement trois choses. Tout d'abord un codec audio, donc au format MP3, OGG ou autre, un codec vidéo au format OGG Theora, WebM ou H264, et un format conteneur dans lequel on va stocker ces deux éléments. Donc généralement ce sera un format .vi, .mp4 ou .mkv. Là encore, il n'existe pas de format supporté par tous les navigateurs, et il est donc recommandé d'en utiliser plusieurs pour être certain que la vidéo soit correctement affichée. Donc comme vous le voyez ici, encore une fois Internet Explorer donc, lit les formats MP4 mais ne lit pas OGG ni WebM, Chrome lit tout, Firefox lit tout, Safari ne lit pas le format OGG ni le format WebM, et Opera ne lit pas le format MP4. Alors pour ajouter une vidéo, on va donc utiliser l'élément vidéo tout simplement, et les attributs pris par cet élément sont exactement les mêmes que ceux pris par l'élément audio, à savoir donc les attributs source, autoplay, control, loop, preload et width.
Toutefois, contrairement aux éléments audio, une vidéo sera par défaut affichée sur une page web. Il est également possible d'afficher un attribut poster à notre vidéo, et donc à savoir que l'attribut poster va permettre de télécharger et d'afficher une image qui sera affichée avant le lancement de la vidéo. Donc voyons immédiatement dans un exemple comment on peut faire tout cela. Alors cette fois-ci ça tombe bien puisque j'ai de vrais fichiers vidéo sous la main. Donc cette fois-ci elle devrait bien s'afficher, contrairement aux fichiers audio de tout à l'heure. Donc j'ai changé mes deux fichiers audio par des fichiers vidéo, donc fichiers .mp4 et .ogg, et je reprends la même page HTML que tout à l'heure. Donc j'enlève moi tout ça pour que ce soit plus clair pour vous. Hop, mon élément audio, et je remplace par un élément vidéo donc avec mes attributs source. Donc en source on a dit, hop, je vais changer le nom là qui est un peu trop long. Je vais l'appeler tout simplement test.mp4. Celui-là je vais l'appeler test.ogg, ce sera plus simple. Hop, et donc je vais mettre source test.mp4 avec l'attribut contrôle et ce sera suffisant pour le moment. Donc j'enregistre et je prévisualise dans mon navigateur. Donc preview. Alors là vous devez peut-être un petit peu vous interroger, c'est tout simplement parce que la vidéo que j'ai prise c'est une vidéo donc de capture écran, donc c'est pour ça que vous voyez qu'il y a à l'intérieur donc de ma fenêtre Safari une autre fenêtre Safari, hein. Mais vous inquiétez pas, c'est une vraie vidéo, je peux la lancer pour vous montrer. Bonjour à tous, et aujourd'hui... Vous voyez, c'est une vraie vidéo. Donc ça marche très très bien. Alors on peut donc la redimensionner en utilisant l'attribut width égale 800 par exemple. Donc sous-entendu 800 pixels évidemment. Hop. Et donc vous voyez que cette fois-ci la vidéo est recentrée à 800 pixels. Donc maintenant, pour se mettre en conformité avec tous les navigateurs, on va faire comme avec l'élément audio. C'est-à-dire qu'on va enlever l'attribut source et on va le mettre en tant qu'élément dans l'élément audio. Donc source src égale donc test.mp4. On referme et donc source src égale test.ogg. Voilà. Et donc si on prévisualise, normalement il n'y a aucun changement. Voilà, donc ça marche toujours aussi bien. Mais maintenant ça marche avec tous les navigateurs. Donc. Alors je vous parlais il y a quelques minutes donc, de l'attribut poster qui permet d'afficher l'image de son choix avant que la vidéo ne se lance. Alors en général cet attribut vient se mettre après l'attribut contrôle. Donc poster égale, donc moi j'ai mis une image ici, donc test.jpg, je l'ai appelé, donc dans le même dossier, évidemment, si ça avait été dans un autre dossier, on aurait répercuté ça sur l'URL ici, donc poster égale test.jpg, j'enregistre, et donc je mets à jour dans mon navigateur, et donc vous voyez bien maintenant que mon image s'affiche à la place, donc avant la lecture de ma vidéo. Alors encore une fois, j'aurais pu ajouter les attributs autoload et loop afin que ma vidéo donc, se lance automatiquement et se répète en boucle si j'avais voulu. Donc je pense que vous avez bien compris comment fonctionne l'insertion de vidéos et d'audio dans vos pages web donc de cette façon. Maintenant je vais vous montrer une autre méthode, une méthode alternative beaucoup plus simple et vous utiliserez celle que vous voudrez dans le futur. Et donc cette deuxième méthode, quelle est-elle? Eh bien c'est tout simplement de stocker vos contenus audio et vidéo sur des sites comme YouTube, Dailymotion ou Vimeo par exemple, puis de les intégrer sur votre site grâce au code d'intégration qui est fourni. Alors sur YouTube il est fourni dans Partager, Intégrer. Vous voyez, vous avez un petit code là et vous n'avez qu'à copier et coller ça dans votre page HTML afin que votre vidéo soit intégrée sur votre site. Alors de cette manière, vous n'aurez plus aucun problème d'affichage quel que soit le navigateur de vos visiteurs, puisque la transcription dans les différents formats est effectuée par les sites hébergeurs, donc par YouTube, Dailymotion, Vimeo, et autant vous dire que c'est très très bien fait et que c'est très complet. Donc voilà le gros avantage d'utiliser ces sites. En plus du fait que vous n'aurez plus vos vidéos sur votre serveur, donc ça allégera considérablement la charge sur votre serveur. Et donc on va finir ce petit chapitre sur les images, l'audio et la vidéo en parlant des éléments figure et fig caption.
Alors les éléments figure et flip caption ont été créés pour marquer sémantiquement du contenu comme des images, de l'audio ou de la vidéo, c'est-à-dire pour en améliorer la compréhension par les navigateurs et ainsi pour améliorer entre autres votre référencement. Alors l'élément figure est un élément de type bloc. On l'utilise autour d'images, de contenu audio ou de contenu vidéo ou autour de blocs de code. L'idée est d'utiliser l'élément figure pour envelopper du contenu lorsque celui-ci n'est pas strictement décoratif. C'est-à-dire lorsque votre contenu sert à la compréhension donc du texte qu'il y a autour ou de votre page web. Par exemple, si sur mon site je crée un tutoriel pour apprendre à coder en HTML et en CSS, et que j'intègre donc cette vidéo avec le tutoriel en soi, je vais utiliser un élément figure car la vidéo a du sens, la vidéo sert à la compréhension donc de mon tutoriel. Si par contre j'avais utilisé des images uniquement pour décorer, par exemple des fleurs, des montagnes ou je ne sais quoi, je n'aurais pas utilisé l'élément figure, car là cette fois-ci le contenu est uniquement décoratif. Donc c'est assez simple en fait, vous utilisez l'élément figure uniquement lorsque vous avez du contenu donc, qui sert à la compréhension donc, de l'article en général, de votre texte en général ou de votre page HTML en général. Alors une fois l'élément figure utilisé, on va pouvoir utiliser l'élément HTML Fig Caption qui va en fait nous permettre d'accoler une légende à notre contenu, donc toujours pour améliorer la compréhension donc, de notre contenu en général. Et donc voilà, on a terminé avec donc l'audio, la vidéo et les images, et on va maintenant passer à un gros point en HTML, les tableaux. Alors tout d'abord, il faut savoir que les tableaux en HTML ne doivent être utilisés que pour organiser des données. Pour créer un tableau, il va nous falloir utiliser au minimum 3 éléments HTML qui sont les éléments table, donc la traduction de tableau en anglais, tr qui signifie table row, donc pour ajouter des lignes à notre tableau, et td qui signifie table data qui va nous servir à ajouter des cellules à notre tableau. Alors pour créer un tableau, donc on commence par utiliser l'élément table à l'intérieur de notre élément body. Table, on referme immédiatement l'élément, on n'oublie pas les bonnes pratiques. Ensuite, à l'intérieur de notre élément table, on va utiliser donc un élément tr qui va nous servir à rajouter une ligne. Donc. Et à l'intérieur des tr, donc, on va utiliser des éléments td pour ajouter autant de cellules que l'on souhaite dans notre ligne. Par exemple, td, cellule 1. Ensuite, une deuxième cellule si l'on le souhaite, cellule 2, et par exemple, une troisième cellule 3. On peut rajouter également donc une deuxième ligne, donc on ouvre une deuxième balise TR qu'on referme immédiatement et donc TD cellule 4 cellule 5 et cellule 6. Et voilà, donc c'est tout simple, on vient tout simplement de créer notre premier tableau. Alors cependant, celui-ci ne ressemble pas vraiment à l'image que vous faisiez d'un tableau, j'en suis sûr, et c'est normal car nous ne l'avons pas encore mis en forme. Alors pour le mettre en forme, on va utiliser comme d'habitude le CSS, et nous allons avoir besoin pour commencer d'ajouter des bordures. Pour cela, nous allons utiliser les deux propriétés CSS Border et Border Collapse. Alors on connaît déjà la propriété Border qui nous permet de créer des bordures autour de chaque cellule de notre tableau. Et ensuite, donc pour coller ces différentes bordures entre elles, on va utiliser la propriété Border Collapse. La propriété Border Collapse accepte 3 valeurs. La première est Collapse, qui signifie que les bordures des cellules vont se coller. La seconde est Separate, qui est la valeur par défaut. Et la troisième est Inherit. Alors on va donc commencer par utiliser la propriété Border sur nos cellules, donc sur nos TD. Donc, TD, Border, 2 points, 1px, solide et black. Donc comme vous le voyez, comme je vous l'ai dit, on a bien des bordures autour de chaque cellule, mais ces bordures ne sont pas encore collées. Pour qu'elles soient collées, donc il faut utiliser la propriété Border Collapse, mais cette fois-ci sur l'élément Table. Pensez bien à utiliser la propriété Border sur les éléments TD, donc sur les cellules, et la propriété Border Collapse sur l'élément Table. Sinon ça ne marchera pas. Border-collapse. Et comme on veut donc que nos bordures soient collées, on va utiliser
la valeur collapse, tout simplement. Et donc cette fois-ci, on voit bien que nos bordures sont collées entre elles et ça ressemble déjà beaucoup plus à un tableau. Alors ensuite, on peut étoffer notre tableau. Donc généralement, les tableaux possèdent une ligne d'en-tête. Pour créer cette ligne, on va cette fois-ci utiliser l'élément TH, qui signifie Table Head, à la place du ou des éléments TD de notre première ligne. Donc par exemple, ici, je peux créer une première ligne, TR, et donc à la place de mes éléments TD, je vais utiliser des TH. TH en tête 1, on referme, à notre TH, en tête 2, on referme, et un troisième TH en tête 3. Hop, hop, hop. Et donc on n'oublie pas évidemment également d'utiliser notre propriété border sur nos TH aussi. Donc vous voyez que la ligne d'en-tête apparaît en gras. Alors d'un point de vue sémantique, on peut dire que l'élément TH est à TD, ce que l'élément H1 est à P par exemple. Donc si on veut créer une ligne d'en-tête en colonne cette fois-ci, il suffira de remplacer le premier élément TD de chaque élément TR par des éléments TH. C'est-à-dire qu'à la place donc, de mettre ceci ici, on va mettre un élément TH ici, par exemple, et un autre ici. Donc on peut le faire immédiatement. Donc hop, on va enlever cette première ligne. Et ici, par exemple, on met un TH à la place du TD. Et un TH également. Et donc maintenant, ces cellules sont des cellules d'en-tête qui sont en colonne. Donc cellule 1 et cellule 4. Donc voilà en gros tout ce qu'il y avait à savoir pour créer un tableau simple. Alors maintenant, si vous créez un tableau long, il sera certainement préférable de commencer à l'organiser en le divisant en plusieurs sous-parties. Et c'est ce que nous allons apprendre à faire tout de suite. Alors nous allons également voir comment combiner des cellules, cela peut être très utile dans certains cas. Alors je vais enlever mes TH et remettre mes TD à la place. Pour commencer. Donc je vous l'ai dit, on peut diviser un tableau en 3 sous-parties. Une partie d'en-tête, qui sera un header, un corps de tableau, donc le body, et un pied, le footer. Alors ces 3 parties sont matérialisées en HTML par les éléments T-head, T-body et T-foot. Alors l'élément T-head va entourer là où les lignes d'en-tête. L'élément T-foot va lui comporter des données récapitulatives de notre tableau, comme des totaux par exemple. Et enfin l'élément T-body va contenir notre tableau à proprement parler. Donc je vais vous montrer tout cela dans un exemple, ce sera beaucoup plus clair je pense. Donc par exemple ici, si j'avais créé une première ligne comme je l'ai fait tout à l'heure d'en-tête, donc avec mes TH on se souvient, donc en-tête 1, hop, TH, TH, en-tête 2 et en-tête 3. Donc ici, en l'occurrence, cette première ligne-là sera une ligne d'en-tête, une ligne de header. Et donc on va entourer cette ligne TR avec un élément T-head. Donc T-head. Et on referme. D'ailleurs, je me rends compte que j'avais oublié de refermer mon TR. Pas bien. Et donc on referme le T-head. Donc ici, dans ce cas-là, le body du tableau, ce sera donc ces deux lignes-là. Donc on va entourer entre les balises T-body. Et donc dans notre cas, là, il n'y a pas vraiment de ligne de footer, donc de pied. Mais on peut en créer une si on veut, par exemple. Donc TR, toujours pareil, avec le TD. Et par exemple, somme des cellules. Donc par exemple, ça fait 5. Ici, la somme des deux cellules, ça ferait 7. Et là, ça fait 9. Et donc cette ligne, on la met entre les balises T-foot. T-foot et hop, T-foot. Et donc là, cette fois-ci, on a un tableau structuré, donc avec une ligne d'en-tête, qui est celle-ci, 2 lignes donc dans le corps du tableau, et une ligne donc de footer, de pied de tableau.
Alors maintenant, on va apprendre à combiner des cellules. Alors pour combiner des cellules, on va utiliser les attributs HTML, colspan et rowspan. L'attribut colspan, tout d'abord, va nous permettre de combiner des cellules appartenant à différentes colonnes dans une même colonne, tandis que l'attribut rowspan va nous permettre donc de combiner des cellules provenant de différentes lignes. Alors chacun de ces attributs accepte un nombre entier en valeur qui indique le nombre de cellules qui doivent être collées entre elles. Voyons immédiatement comment cela fonctionne dans un exemple. Donc par exemple, imaginons que je veuille coller ces deux cellules ensemble, cellule 1 et cellule 2. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement me placer dans le TD avant ma cellule 1. J'ai utilisé l'attribut colspan et je vais mettre égal 2. Et donc vous voyez bien que maintenant la cellule 1 prend deux espaces de cellules. Donc ces deux cellules-là ont été combinées en une seule. Donc évidemment, comme moi j'ai toujours 3 cellules ici, ça décale la 3e cellule ici. Donc dans mon cas, il faudrait que j'enlève celle-ci, afin que le tableau soit plus clair. Si je veux maintenant mettre la cellule 2 à la place de la cellule 2 et de la cellule 6, donc coller ces deux cellules ensemble, je vais me placer dans la cellule 2 ici, et je vais utiliser l'attribut rowspan cette fois-ci, et je vais mettre égal 2 également, et vous voyez que cette fois-ci, donc la cellule a été fusionnée avec celle d'en dessous. Et donc je peux enlever ma cellule 6 pour plus de propreté. Comme vous pouvez le constater, combiner des cellules en HTML est assez simple, le tout étant de ne pas s'emmêler avec les colspan et les rowspan, et d'indiquer le bon nombre de cellules à coller ici. Et donc voilà, j'en ai terminé avec les tableaux, je vous ai montré tout ce que je voulais vous montrer. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à vous entraîner afin de bien assimiler tout ça. Et nous allons passer à la dernière partie de ce cours avec les formulaires en HTML. Alors, les formulaires sont très certainement le moyen le plus simple et le plus utilisé pour recueillir des données à propos de vos utilisateurs. En cela, ils sont donc essentiels et incontournables. Cependant, alors il faut savoir que nous touchons là aux limites du HTML, car en effet, si l'on peut créer des formulaires en HTML, on ne peut pas ni stocker ni utiliser les données du formulaire avec ce langage, donc avec le langage HTML. Pour cela, nous devons utiliser d'autres langages, comme le MySQL par exemple pour stocker les données, ou le PHP pour traiter les données issues d'un formulaire en HTML. Alors toutefois, nous allons quand même voir comment créer un formulaire ensemble, car cela vous fera une très bonne base si vous souhaitez pousser plus loin votre apprentissage des langages de programmation par la suite. Pour créer notre formulaire, nous allons tout d'abord devoir utiliser l'élément forme, donc qui va encadrer tout notre formulaire, avec deux attributs, l'attribut méthode et l'attribut action. L'attribut action, tout d'abord, va servir à indiquer où les informations recueillies dans le formulaire doivent être envoyées pour être traitées. Donc ce sera une autre page qui sera très souvent en PHP. L'attribut méthode, lui, va spécifier de quelle manière on va envoyer ces données. Alors on peut choisir entre deux valeurs pour l'attribut méthode, qui sont les valeurs get et post. En utilisant la valeur get, les données vont transiter via l'URL de la page, ce qui ne sera pas le cas si l'on utilise la valeur post. Alors il faut savoir que la valeur get est assez limitée par rapport à post. En effet, avec get, on est limité dans le nombre d'informations que l'on peut envoyer, et surtout les informations sont visibles lors de l'envoi, ce qui est très problématique si vous demandez par exemple à vos utilisateurs un mot de passe. Vous comprenez pourquoi. C'est pourquoi donc je vous conseille de plutôt utiliser la valeur post qui ne possède pas ces inconvénients. Alors commençons par créer un formulaire très simple qui demandera simplement l'adresse mail et un mot de passe à l'utilisateur. Donc on commence avec notre élément form, dans l'élément body donc, form. Alors les deux attributs, l'attribut méthode, donc méthode on a dit qu'on prenait post, et action, alors c'est là où on va spécifier l'endroit où seront traitées les données, donc moi je vais mettre traitement.php. Alors vous ne savez pas ce qui se passe sur cette page, mais je vous demande de me faire confiance et de penser qu'elle existe et qu'elle fait bien donc son travail, c'est-à-dire traiter les données du formulaire HTML. Donc ensuite on referme cette balise et avec une deuxième balise form, hop, balise fermante. Ok. Donc maintenant, pour capturer des données textuelles simples, comme un pseudo par exemple, on va utiliser soit l'élément input pour des textes courts, soit l'élément text area pour des textes longs. Alors dans le cas d'un pseudo, c'est un texte court, on va donc utiliser l'élément input.
Alors cet élément va prendre forcément un attribut type. La valeur de l'attribut correspond au type de données demandé. On a le choix donc entre text, password, date, email, tel, number, time, color et URL. Vous voyez que c'est vraiment très complet. Alors toutes ces valeurs ont été créées pour des raisons de sémantique. Donc rappelez-vous que le HTML est un langage de sémantique. Et à noter donc également que l'affichage de chaque champ de votre formulaire pourra être légèrement différent selon la valeur choisie pour l'attribut type. Donc en fait, vous aurez une présentation qui correspondra à la valeur que vous aurez choisie pour l'attribut type. Donc il faut également préciser un deuxième attribut à l'élément input pour que notre formulaire soit totalement valable, qui est l'attribut name. Alors on lui donnera la valeur que l'on souhaite en essayant de rester cohérent. C'est-à-dire que vous aurez donné un nom qui a une cohérence donc de préférence avec votre élément input. Alors cet attribut va nous être très utile pour traiter les données de notre formulaire. Alors ça fait beaucoup de données d'un coup, voyons tout de suite en pratique comment ça marche. Donc on ouvre une balise input avec un attribut type égal, donc moi vu que je demande un pseudo, je vais prendre texte, et donc un attribut nom, name, égal, je vais mettre pseudo par exemple. Donc vous voyez, il faut essayer de rester cohérent avec ce qu'on demande. Et donc à noter donc, que l'élément input est représenté par une balise orpheline, donc on ferme immédiatement. Alors vous voyez que dans mon output, donc dans ce qui sera affiché sur la page, j'ai déjà un premier champ de formulaire. Alors avec rien autour, ne vous inquiétez pas, on va l'agrémenter par la suite. Alors il va maintenant falloir indiquer au visiteur ce qu'il doit renseigner comme information dans chaque champ. C'est le rôle de l'élément label qu'on va donc ajouter juste avant l'élément input. Alors, à noter que pour afficher du texte dans un formulaire, il faut entourer ce texte dans un élément de type bloc. Généralement, on utilisera donc un élément P. Donc, on commence en mettant notre P ici. Ensuite, donc, on referme la balise. À l'intérieur du P, donc, on affiche l'élément label. Hop, et dans l'élément label, donc on va mettre un petit texte indiquant donc à l'utilisateur ce qu'il doit remplir. Par exemple, dans ce cas, remplissez votre pseudo. Pardon. Très bien. Et donc on referme l'élément label. Donc on va également mettre l'input sur le même rang que le label. Très bien. Alors ensuite, toujours pour des raisons de sémantique, il est bon et conseillé de lier le label à l'input qui lui correspond. Pour cela, on va ajouter un attribut for au label et un attribut id à l'input en leur attribuant exactement la même valeur. Alors notez que cette valeur peut être la même que celle donnée à l'attribut name de l'élément input. Donc dans mon cas, je vais prendre la même, donc je vais mettre pseudo. Donc label for égale pseudo. Et ici, donc dans l'input, input type text, name pseudo, id égale pseudo. Maintenant, donc le label et l'input sont liés entre eux. Et d'ailleurs, on le voit quand je clique sur remplissez votre pseudo, hop, ça me met directement mon curseur dans mon champ donc qui demande le pseudo. On voit donc bien que les deux sont liés entre eux. Voilà donc pour notre champ pseudo. Alors maintenant, on va faire exactement la même opération pour notre champ mot de passe, à la différence qu'on va utiliser cette fois-ci un input de type password. Cela aura pour effet que les caractères inscrits ne s'afficheront pas à l'écran. Donc là, par exemple, pour le pseudo, je peux mettre par exemple Pierre, pour bien que vous voyez par la suite. Donc maintenant, donc, on va mettre hop, pour le password, donc toujours pareil, label for, je vais tout faire d'un coup. Passe, par exemple, je peux mettre. Donc, tapez votre mot de passe. Je referme mon élément. Ensuite, input. Donc, type, on a dit password. Name égale pass. Et ID égale donc le même mot que ce qu'on a mis pour l'attribut for, donc toujours
passe. Très bien, on referme l'élément. Et donc vous voyez cette fois-ci, donc on a un deuxième champ, tapez votre mot de passe. Alors là, ils sont tous les deux sur la même ligne. Donc je vais ajouter un petit élément break, afin qu'il soit sur deux lignes différentes. Très bien, je peux même en ajouter deux, comme ça il y a un peu plus d'espace. Donc quand on clique là, on voit bien que hop, l'input et le label sont bien liés. Et donc si je mets mon pseudo, vous voyez là il y a marqué Pierre, tout va bien. Et si je remplis mon mot de passe, vous voyez que hop, les champs sont cachés. Donc c'est comme ça qu'on vérifie bien qu'on a bien un input de type mot de passe, donc de type password. Et voilà, donc c'est tout pour notre premier formulaire qui est prêt, tout simplement. Alors donc maintenant, on va voir d'autres types d'input, et on va notamment voir les types les plus utilisés, les plus utiles selon moi. Donc le type email, donc pour demander à l'utilisateur une adresse mail. Le type URL, pour demander à l'utilisateur de laisser son site internet par exemple. Et le type tel, si vous voulez demander à votre utilisateur de renseigner un numéro de téléphone. Donc commençons avec le type email. Donc la mécanique est toujours la même. Donc là, hop, j'ajoute un retour à la ligne, deux retours à la ligne. Ensuite, donc, toujours pareil, hein, on ne réinvente pas la roue à chaque fois. Hop, je vais me remettre sur la bonne ligne. Donc, label, for égale, donc, email. Hop, remplissez votre email. On referme la balise label. Ensuite, en dessous, donc input type. Donc cette fois-ci, on a dit qu'on utilisait le type email. Email, name. Toujours pareil, on va mettre email. Et id égale email. Très bien. Hop, donc on a notre email qui est bon. Par exemple, on peut remplir ceci. Alors, selon le navigateur que vous allez utiliser, si l'email n'a pas la bonne forme, c'est-à-dire s'il n'y a pas un arrobas quelque chose, point autre chose, le champ s'affichera en rouge pour vos visiteurs, donc c'est tout gagnant pour vous, hein. Après, ça dépend donc de votre navigateur et de la version de votre navigateur. Donc ça, donc c'était pour le champ mail. Ensuite, donc, si vous voulez laisser à votre utilisateur la possibilité de me faire un lien vers son site internet, on va utiliser le type URL. Donc, toujours pareil, label, hop, un élément break avant, pardon. Donc, label for égale site, par exemple. Inscrivez votre site internet. Très bien. On referme le label. Ensuite, donc, input type. Donc cette fois-ci, le type c'est URL. Name égale site. Et donc, id site. Et donc, on a notre champ pour donner la possibilité à vos utilisateurs de remplir leur site internet et de le mettre en lien. Et donc, on va finir donc avec l'input de type tel, donc pour laisser la possibilité à vos utilisateurs de renseigner leur numéro de téléphone, toujours pareil. Donc, encore une fois, donc, deux éléments break pour plus de lisibilité pour vous. Ensuite, donc, label for égale téléphone. Inscrivez votre numéro de téléphone. Élément, non pas trop. Téléphone. Je suis encore dans mes éléments, désolé. Hop, label. Et donc on a dit ensuite input de type tel. Donc name égale téléphone. Et id égale téléphone. Et on referme. Et on a donc notre dernier champ pour les numéros de téléphone.
Voilà, donc ce sont les types principaux. Alors à savoir qu'il existe d'autres types d'input qui sont moins utilisés, mais il y en a d'autres qui existent, donc je vous en ai cité les principaux dans l'introduction au formulaire. Donc n'hésitez pas si vous êtes intéressé à vous renseigner à ce sujet. Aujourd'hui on peut faire beaucoup de choses avec le HTML5, donc n'hésitez pas si vous êtes intéressé encore une fois. Alors maintenant, donc, imaginons que vous vouliez créer un livre d'or pour votre site web ou tout simplement que vous vouliez laisser la possibilité à vos visiteurs de laisser des commentaires. Alors vous aurez certainement besoin de créer une zone de texte multiligne. Pour faire cela, on va cette fois-ci utiliser l'élément TextArea plutôt que l'élément input. Alors tout comme pour l'élément input, on va lui attribuer un attribut name et utiliser un label. Donc moi je vais mettre ça sous donc, mon champ numéro de téléphone. Donc label for égale, je vais mettre par exemple commentaire. Donc je vais mettre avez-vous des commentaires par exemple. Hop, on referme l'élément label. Pardon. Très bien. Hop, donc je vais ajouter mes éléments break ici. C'est pas très clair sinon. Très bien. Et donc ensuite, cette fois-ci, on a dit qu'on utilisait l'élément non pas input mais TextArea. Donc TextArea. Et à l'intérieur, donc toujours pareil, notre attribut name égale commentaire et notre ID égale commentaire. Alors cette fois-ci, donc l'élément n'est pas représenté sous forme d'une balise orpheline, mais sous forme de deux balises. Donc on referme avec la balise TextArea. Et on a notre zone de texte donc, où vos utilisateurs pourront inscrire des commentaires longs. Alors si vous souhaitez modifier la taille de votre champ, donc vous pouvez évidemment utiliser les propriétés width et height en CSS. Et donc vous pouvez noter que cela fonctionne également pour un élément de type input. Donc par exemple en CSS, si je veux sur mon élément TextArea, si je veux modifier la taille, donc TextArea, on a dit donc width, 2 points, je peux mettre par exemple 200 pixels. Hop, vous voyez que mon élément s'est agrandi. Et height, 2 points, par exemple, allez, 100 pixels. Et donc voilà, vous pouvez faire une zone de texte de la taille que vous voulez. Donc il n'y a pas de problème là-dessus. Et on en a donc terminé avec nos zones de saisie multilignes. Alors, on peut encore agrémenter notre formulaire en proposant à nos visiteurs de choisir une réponse parmi différentes possibilités. Nous allons voir 3 façons de faire cela, avec les types checkbox pour les cases à cocher, radio pour les zones d'options, et l'élément select qui va nous permettre de créer des listes déroulantes. Alors, pour créer une zone de formulaire avec des cases à cocher, tout d'abord, il va nous suffire d'utiliser l'élément input, toujours le même, avec cette fois-ci un attribut type égale checkbox. Cette fois-ci, on va écrire le label après l'input afin de bien avoir la case à cocher avant le texte pour des raisons de lisibilité. Donc je vous invite à supprimer tout ce que vous aviez sous votre champ mot de passe, donc afin que ce soit plus clair et qu'on y voit mieux, sinon le formulaire va être très long par la suite. Et donc on va commencer par écrire notre question. Alors, comme dans mon cas, je suis déjà dans un élément P, je peux écrire le texte immédiatement. Donc, par exemple, ma question, ce sera quels sont vos sports favoris, par exemple. Favoris. Donc, en dessous, l'input, mon input type égale, on a dit, checkbox. Donc, checkbox. Très bien. Avec donc, le name, on va commencer par exemple par la course à pied. Donc name, course. Et un ID égale à course également. On referme. Et en dessous, donc, mon label, label for égale
course, on se rappelle que ce doit être le même donc qu'au-dessus. Hop, course à pied. Et on referme avec la balise fermante label. Et donc on voit bien que le comportement est bien le comportement attendu. Alors moi je vais juste mettre un petit élément break afin que ce soit plus lisible. Donc derrière ma question. Hop, BR, très bien. Donc ensuite, deuxième input, input type égale checkbox, toujours pareil. Name égale natation et id égale natation. Donc label for égale natation. Hop, donc natation. Et on referme le label. Hop, deuxième sport c'est fait. Je vais également mettre un élément break ici. Très bien. Donc un élément break ici aussi. Et donc dernier sport, on va dire cyclisme par exemple. Donc input type égale checkbox. Name égale cyclisme. Et id égale cyclisme. Hop, label for égale cyclisme. Très bien. Donc cyclisme. Et on referme le label. Et donc vous voyez qu'on a bien hop, des cases à cocher. Et l'utilisateur peut cocher autant de cases qu'il le souhaite. Et en fait, ça va être la grande différence avec les zones d'options qu'on va voir juste après. Alors pensez bien également à mettre un name différent, donc une valeur à l'attribut name différente à chaque input afin de pouvoir par la suite identifier quelle case a été cochée. En effet, donc la valeur donnée à l'attribut name, ça va être ce que vous allez utiliser pour traiter vos données, pour connaître la question auquel l'utilisateur a répondu en fait. Donc pensez bien à mettre un name différent, sinon vous comprenez bien qu'on ne saura pas quelle case aura été cochée. Alors si vous le désirez, vous pouvez également pré-cocher une case par défaut en ajoutant l'attribut checked à un input. Donc je vais décocher afin que vous voyez bien. Par exemple, si je veux que la case natation soit pré-cochée par défaut, je vais me mettre ici et je vais ajouter un attribut checked. Et vous voyez que maintenant que la case natation est pré-cochée. Alors normalement, un attribut, ça a toujours une valeur. Alors vous remarquez que là, ça marche très bien sans valeur. Moi, je préfère écrire checked égale checked parce que je trouve ça plus propre, plus cohérent et plus clair. Après, vous faites comme vous voulez, hein, c'est it's up to you. Mais moi, je préfère mettre la valeur parce que normalement, un attribut a toujours une valeur, même si dans ce cas, ça marche sans. Alors, pour les zones d'options maintenant, on va cette fois-ci utiliser un élément input de type radio ou radio en français donc. Alors notez que cette fois-ci, et dans ce cas uniquement, vous allez devoir donner la même valeur à l'attribut name pour toutes les options à l'intérieur d'une même question. On utilisera donc en plus un attribut value afin de bien savoir quelle case a été cochée par le visiteur. Donc allons-y. Par exemple, hop, ici, donc une question tout d'abord, quelle viennoiserie préférez-vous? Donc on va mettre hop, deux éléments break ici. Très bien, donc quelle viennoiserie préférez-vous? Donc en dessous, input, alors on met encore une fois donc l'input avant le label, toujours pareil, afin que la case à cocher soit avant le texte, ça semble plus cohérent. Donc input type égale radio, donc name viennoiserie. Alors là, attention, il faut rajouter donc un attribut value. Donc value égale, on va dire qu'on va commencer par les croissants. Donc on va mettre value croissant. Et donc id, pareil, croissant. Donc ensuite, le label. Donc label for égale, donc croissant, toujours pareil. Hop, donc ici, croissant. Les croissants.
afin que ce soit un peu plus français quand même. On referme le label. Hop, ici on ajoute un élément break afin que la case à cocher soit en dessous du texte. Très bien. Donc deuxième input, type égale radio name. Alors c'est là où il faut faire très attention, il faut mettre le même name, donc viennoiserie. Et par contre, il faut mettre une value donc différente. Value égale, donc cette fois-ci, on va dire pain au chocolat. Donc on va mettre chocolat. Et ID égale chocolat également. On referme. Label for égale. Donc on a dit chocolat. Hop. Les pains au chocolat. Ou les chocolatines pour nos amis bordelais ou du sud-ouest de la France. Et donc on referme notre élément label. Alors j'ai encore oublié de mettre un élément break pour que ce soit plus joli. Hop, ici. Très bien. Et donc troisième input, on va dire. Alors on peut mettre autant de cases à cocher qu'on souhaite, hein, évidemment. Donc input, alors cette fois-ci je ne vais pas oublier mon élément break. Input, donc type égale radio, toujours pareil. Name égale viennoiserie, toujours pareil. Et value égale, donc cette fois-ci on va mettre donc des pains en raisin par exemple. Hop, raisin. ID égale donc raisin. Très bien. Donc label for égale raisin. Les pains au raisin. Ok, on referme le label. Et donc on a bien ce à quoi on s'attendait. Et donc cette fois-ci, comme je vous l'ai dit, dans le cas des zones d'options, l'utilisateur ne peut cocher qu'une seule case. Et c'est ce qui fait la différence avec donc, les types, les cases à cocher de type checkbox. Alors notez qu'on peut encore une fois utiliser l'attribut checked afin de pré-cocher une case. Par exemple, si je veux faire pré-cocher les pains en raisin, j'ai qu'à rajouter ici hop, un attribut checked égale checked. Et donc les pains en raisin sont bien pré-cochés comme on s'y attendait. Alors les listes déroulantes, enfin, s'utilisent généralement lorsqu'il faut faire un choix parmi une longue liste. On ne va cette fois-ci pas utiliser l'élément input, mais l'élément select à la place avec ses attributs name et id. À l'intérieur de cet élément select, nous allons utiliser un élément option pour chaque option de la liste, accompagné d'un attribut value. Alors voyons immédiatement comment ça se passe. Donc hop, on va faire 2 retours à la ligne, comme d'habitude. Alors cette fois-ci, par exemple, on peut mettre quelque chose du genre choisissez votre pays. Donc le choix du pays, c'est un cas où les listes sont très utilisées en général. Hop, donc on n'utilise plus l'élément input, mais l'élément select. Donc select, donc toujours pareil avec des attributs name et id. Select name égale pays. Donc id égale pays. Très bien. Hop, donc cette fois-ci, l'élément n'est plus représenté par une balise orpheline, mais bien par une paire de balises. Donc on referme avec une balise fermante select. Select, hop. Et donc à l'intérieur de cet élément select, on a dit, on va utiliser donc des éléments option, donc option, avec un attribut value, donc option value égale, donc par exemple pour choisir la France, France. Hop, donc France. On referme l'élément. Donc ensuite, option value égale Angleterre par exemple. Hop, Angleterre. Donc Angleterre.
option, value égale Irlande. Hop, j'ai oublié ceci. Donc Irlande. On referme. Option value égale Écosse, Scotland, Écosse. Hop, option. J'espère que je ne me trompe pas en écrivant, que j'oublie rien. Je vous avoue que je ne regarde pas trop quand j'écris. Option value égale donc Espagne. Espagne. Option value égale Italie. Donc là déjà, j'ai oublié ceci. Italie. Option. Et bon, ça ira pour le moment. On peut peut-être mettre quand même la Chine pour ce qui va suivre par la suite. Option value égale Chine. Donc hop, Chine et option. Ok, très bien. Et donc on voit maintenant qu'on a donc une liste déroulante avec la liste de nos pays et on peut donc choisir notre pays, celui qu'on souhaite. Donc c'est bien le comportement attendu. Alors sachez maintenant que l'on peut grouper les options des listes déroulantes sous un dénominateur commun grâce à l'élément opt_group et son attribut label. On va donc voir immédiatement comment on peut faire cela. Alors dans le cas des pays, on peut les grouper par continent par exemple. C'est pour cela que j'ai rajouté l'option Chine tout à l'heure. Donc nous, on va grouper par continent, on va grouper Europe et Asie. Donc on se place donc, sous notre ID pays. Ici donc, on va mettre opt_group label égale Europe. Europe, donc très bien. Donc cette fois-ci, label est un attribut, ce n'est plus un élément, faites bien attention à ça. Et donc on referme notre élément opt_group. Je vais mettre un petit peu en retrait. À la fin donc de nos pays européens, donc ici, opt_group. Et on en ouvre un nouveau juste en dessous, opt_group label égale Asie. Hop, et on referme donc ici opt_group. On va les remettre un petit peu en retrait encore une fois. Et donc vous voyez que cette fois-ci, qu'on a bien nos pays groupés par catégorie. Et donc il faut bien savoir que les catégories donc Europe et Asie ne sont pas cliquables. L'utilisateur ne peut pas les choisir. L'utilisateur est obligé de choisir un pays. Et donc cela commence à nous faire quand même un beau petit formulaire. Alors donc en l'état des choses, on a vu l'essentiel de ce qu'il vous fallait savoir pour créer des formulaires en HTML, du moins l'essentiel de ce que je voulais vous montrer, pardon. Alors cependant, sachez qu'il existe encore énormément de petites choses à propos des formulaires dont je n'ai pas parlé, pour pas surcharger le cours et tout simplement parce que ce serait beaucoup trop long. Mais n'hésitez pas à aller vous renseigner si cela vous intéresse. Et parmi ces petites choses, donc justement, j'aimerais encore vous parler des attributs placeholder, required et des éléments fieldset et legend. Alors l'attribut placeholder, tout d'abord, va servir à donner davantage d'indications sur vos champs à vos visiteurs. Il vous sert à donner un exemple de remplissage de champs en fait. Alors pour rendre une question de votre... Alors voyons immédiatement comment il fonctionne. Donc par exemple, je peux récupérer donc mon champ pseudo ici. Donc remplissez votre pseudo qui est ici. Et donc dans mon input, je peux mettre en plus un placeholder, donc un attribut placeholder égal. Et donc dedans, je peux remplir ce que je veux pour donner un exemple à mon visiteur, par exemple Pierre. Et donc vous voyez que Pierre apparaît ici en gris. Et lorsque votre visiteur va cliquer, hop, Pierre disparaît.
Donc ça sert à donner des indications à vos visiteurs sur ce qu'ils doivent remplir. Alors maintenant, pour rendre une question de votre formulaire obligatoire, vous allez devoir utiliser l'attribut required. Donc toujours pareil, on se place dans l'input et on met required. Alors tout comme l'attribut checked, il peut marcher donc sans valeur. Moi j'ai tendance à mettre required égale required afin que ce soit plus cohérent donc avec ce qu'on a vu sur les attributs. Et donc enfin, donc les dernières choses desquelles je voulais vous parler, donc les éléments fieldset et legend. Alors l'élément fieldset va servir à organiser votre formulaire en différentes rubriques. Cela peut être utile si le formulaire donc, devient long, et vous pouvez ensuite donner une légende à chaque rubrique grâce à l'élément legend, donc, qui porte bien son nom. Alors comment on va faire ceci? On va tout simplement donc prendre une partie de notre formulaire, par exemple le pseudo et le mot de passe, tout d'abord. Donc on va encadrer ces deux éléments hop, dans un élément donc, de type field set. En dessous on va mettre donc, un élément de type legend. Alors vous m'excuserez, là c'est pas très bien indenté, hein, mais je vous cache pas que j'ai un petit peu la flemme donc, de tout réindenter à chaque fois. Donc j'espère que ce sera assez lisible pour vous. Alors donc field set legend. Donc dans legend on met la légende qu'on veut, par exemple information essentielle. Alors là c'est pas bien, hein. Je referme pas mes éléments juste après les avoir ouverts. Ce que je fais c'est pas bien, mais bon, je pense qu'il faut que je le referme un jour ou l'autre. Donc legend, et on va refermer donc notre élément field set après le mot de passe. Donc ici typiquement, hop, ici donc field set. Et donc vous voyez que hop, nos informations essentielles sont regroupées dans un premier champ. Donc ensuite on peut mettre donc un deuxième field set par exemple pour nos cases à cocher. Donc informations secondaires par exemple. Donc hop, field set, en dessous hop, legend, information secondaire. Legend, et donc on referme notre field set après nos pains en raisin ici, hop hop hop, et donc on a un deuxième cadre de fait et on peut créer autant de sous-parties comme ça que l'on veut. Alors ça a surtout un intérêt, bon, en plus d'avoir un intérêt de lisibilité pour vos visiteurs, mais ça c'est un intérêt secondaire parce que de toute façon vous pourrez modifier votre formulaire en CSS. Ça a surtout un intérêt sémantique afin de bien faire comprendre les différentes parties au moteur de recherche. Ces derniers pourront peut-être les exploiter dans un futur proche. Et donc ça y est, il est maintenant temps d'envoyer notre formulaire. Alors pour créer le bouton d'envoi du formulaire, on va tout simplement utiliser un input, un élément input de type égal à submit, avec un attribut value donc. Alors on va faire ça immédiatement et ce sera la fin de notre formulaire. Donc on met en général donc l'input de type submit à la fin du formulaire. Donc ici hop, sous notre élément select, donc on écrit input type égale à submit et value égale à, par exemple, envoyer. Donc on peut mettre ce que l'on veut comme mot ici. Alors on va mettre un petit élément break ici quand même pour que ce soit plus propre. Très bien, et on referme. On va mettre plusieurs éléments break. Voilà, et donc on voit qu'on a un bouton envoyer qui a été créé. Alors si vous cliquez, évidemment, il n'y a pas grand chose qui va se passer, tout simplement parce qu'on n'a pas lié le formulaire à une page en PHP, et sous JSBeans de toute façon ça ne marcherait pas bien évidemment vu qu'on n'a pas le PHP de disponible. Mais si vous créez votre page en PHP qui fonctionne bien, vous verrez que ça marchera parfaitement. Et nous voilà donc arrivés à la fin de ce cours. Donc c'est enfin fini, et oui vous pouvez le dire, maintenant vous savez programmer en HTML et en CSS. Alors merci à tous d'avoir suivi ce cours.
N'hésitez pas à visiter régulièrement mon site internet, donc pierre-giraud.fr, sur lequel je poste régulièrement mes nouveaux tutoriels ou des articles qui pourraient être intéressants pour vous. Alors j'espère que ce cours vous aura plu. Je ferai certainement une dernière section bonus dans le futur avec des petits points de détail qui pour moi peuvent s'avérer utiles, comme entre autres l'utilisation des pseudo-formats en CSS, une introduction au responsive design, donc pour que votre site s'adapte à toutes les tailles d'écran, ou encore l'intégration des polices Google, donc les Google Fonts. Donc cela dans un futur plus ou moins proche, je verrai. Je compte également donc évidemment poursuivre mes cours en vidéo avec certainement du PHP, du MySQL et du JavaScript. Alors donc vous l'avez vu, donc j'essaie de bien faire les choses, j'essaie de créer donc des cours assez pertinents. Donc je ne vous garantis pas que ces prochains cours sortiront dans les jours ou les semaines à venir. Je vais essayer de bien prendre mon temps pour bien écrire mes vidéos et pour faire des choses pertinentes encore une fois. Donc n'hésitez pas à partager mes vidéos et à me soutenir. C'est très important pour moi car je passe, vous en doutez, beaucoup de temps à créer ces cours. Alors j'aime beaucoup ça, mais bon, c'est bien aussi quand on a des retours positifs et quand on voit notre légitimité croître. Donc voilà, n'hésitez pas donc à partager mes cours en vidéo. Et donc si oui, dernière chose, si jamais vous devez acheter un nom de domaine chez un hébergeur, donc si vous comptez créer un site internet, s'il vous plaît, passez par mon site, donc pierre-giraud.fr. Donc j'ai fait un petit tuto sur quel hébergeur choisir selon moi. Donc un tutoriel très honnête, donc je teste différents hébergeurs, j'ai testé beaucoup d'hébergeurs ces dernières années et donc je vous donne honnêtement lesquels hébergeurs sont les meilleurs selon moi. Donc si vous passez par mon site et que vous cliquez donc sur les liens donc Bluehost ou SiteGround par exemple et que vous achetez un nom de domaine chez eux par la suite, je toucherai une petite commission, donc ça fait toujours plaisir, donc par avance je vous remercie. Donc voilà, donc encore merci, n'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez, s'il y a des points qui sont pas clairs. Donc n'hésitez pas à commenter tout ce que vous voulez également. Et je vous dis donc à bientôt pour un prochain cours, donc soit sur mon site ou pour une prochaine vidéo. Allez, bonne journée et entraînez-vous bien.